Donc, je vous présente Michel Tchaninov, qui est journaliste, essayiste, écrivain, philosophe. La liste est longue, spécialiste de la Russie et rédacteur en chef du Philosophie Magazine. Michel a également écrit un livre sur Poutine, dans la tête de Vladimir Poutine, et a fondé l'association Les Nouveaux Dissidents, qui est une association qui met en lumière les dissidents l'activité des dissidents du monde entier. Et donc Caroline Rochefort, que j'ai déjà présentée tout à l'heure, mais j'ajoute quand même que on pourra te voir sur scène à l'OFF d'Avignon du 29 juin au 21 juillet avec la pièce Femmes non rééducables sur Anna Politkovskaya, qui soulève les problématiques de liberté de la presse. Et Denis Kataev, donc journaliste russe et présentateur sur la seule télévision indépendante russe qui s'appelle Dozhd, qui a dû s'exiler et qui est désigné d'ailleurs agent de l'étranger en Russie, et la chaîne est Denis. Et donc exilé en France depuis le début de la guerre, et tu mènes également un blog sur Arte. Oui, indésirable. Indésirable, tu es aussi indésirable? Non, la chaîne indépendante russe, Dozhd TV, oui, connue comme la chaîne hostile indésirable en Russie. Donc c'est un des moyens de répression très maintenant courant en Russie, de déclarer, de désigner indésirable ou agent de l'étranger. C'est des étiquettes qui sont, même bien plus que des étiquettes, qui sont collées à ceux qui sont défavorables au régime et qui souhaitent faire taire par ces étiquettes. Ouais. Et aujourd'hui, je suis l'agent de l'étranger. Et tu es agent de l'étranger, oui, tout à fait. En Russie. En Russie, oui. Et pour les autorités russes. Pas encore en France. Indésirable. Mais pas encore. Donc vous êtes parmi des stars de... Oui, pas encore. Pour ceux qui sont arrivés, n'hésitez pas à vous asseoir sur les... Donc, du coup, Denis, je vais me tourner d'abord vers toi. Je sais aussi que tu t'intéresses beaucoup à la culture, à l'art. C'est pour ça que je t'ai invité, je t'ai proposé de participer. Tu t'intéresses particulièrement au cinéma. Et oui, au théâtre aussi, parce que j'ai aussi. commencé en tant que journaliste culturel à la chaîne indépendante Dozhd il y a 14 ans. Mais en même temps, j'ai obtenu un doctorat en sciences politiques, mais d'abord, j'ai commencé en tant que journaliste culturel. Très bien. Ouais. C'est important. Je continue à observer la culture. Par exemple, je suis allé au Festival de Cannes cette année, plusieurs fois. Et bien justement, est-ce que tu peux nous dire, de par tes observations et tes connaissances, sur l'état finalement de la culture russe et de la censure qui s'abat sur elle? Tu dis que tu étais donc au Festival de Cannes, qui était aussi une plateforme d'expression sur cette censure. Il y a Kirill Serebrennikov, qui est un réalisateur bien connu russe, qui a aussi montré un film, d'autres films de tout pays très, très engagés ont été présentés. Kirill Serebrennikov a aussi évoqué l'emprisonnement de la metteuse en scène Evgenia Berkovitch et Svetlana Petrichuk, et de leurs conditions de détention, à exiger leur libération. Donc, qu'est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous dire de manière un peu plus globale comme ça, mais aussi avec ton expérience sur la censure et sur l'état de la culture russe? Bonjour, bonsoir à tous, toutes et à tous. Merci pour être ici. Merci de nous accueillir. Et je suis plutôt pessimiste si on parle d'espace de liberté en Russie, y compris l'espace de l'art et de la culture aujourd'hui. Si on parle
à nos jours. Bien sûr, il me semble que la culture et l'art, en tant que l'espace de la liberté en Russie contemporaine, n'existent aujourd'hui que sous une forme clandestine et cachée. C'est toutes les formes, comme le journalisme, comme la culture, toutes les activités libres aujourd'hui, ils sont cachés. Et comme ça a été au temps soviétique. Mais la Biélorussie, par exemple, a déjà traversé cela il y a quelques années. Et on a déjà l'exemple de la Biélorussie. Et c'est possible de parler de ce sujet avec la comparaison avec le chemin bélarusse. Mais par exemple, comme le théâtre libre en Biélorussie, il existe toujours. Des spectacles dans des caves, dans des lieux secrets, des projections de films clandestins. Tout cela est encore possible. Par contre, dans l'espace officiel, seules les personnes loyales envers le Kremlin peuvent fonctionner. Par exemple, il y a quelques jours, il y a eu des changements au théâtre de Moscou. Il y a eu des changements et au théâtre de Moscou, ce sont toujours les mêmes dirigeants loyaux au pouvoir parce qu'ils ont choisi, ils ont regroupé ensemble tous les théâtres. Ils ont choisi toujours les mêmes dirigeants loyaux au pouvoir, comme Vladimir Mashkov, homme de confiance de Poutine, et Konstantin Bogomolov, proche du maire de Moscou, Sergei Sobyanin, qui ont reçu la gestion de nouveaux théâtres. Ils étaient déjà à la tête des théâtres de Moscou, mais en plus aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie? La centralisation totale, bien sûr. Et la centralisation totale, c'est la tendance poutinienne partout, dans toutes les sphères, tous les endroits, tous les espaces. Et partout, même dans la culture. Le chef d'orchestre, par exemple, Valery Gergiev, dirige les deux principaux théâtres d'opéra du pays en même temps, Bolchoï à Moscou et Théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg. Comment c'est possible? Je ne comprends pas, mais comment dirige l'opéra de Paris et en même temps l'opéra à Lyon? C'est incroyable, c'est impossible, mais en Russie d'aujourd'hui c'est possible. Alors qu'il n'y a pas plus de lieux indépendants comme ça a été avec Centre Gogol Center à Moscou, sous la direction de Kirill Serebrennikov, Olga a déjà évoqué, non, qui pendant presque 10 ans a été un espace de liberté, le dernier souffle à Moscou, en Russie, une tentative de résistance au sein du système. C'était possible avant la guerre. Mais après la guerre, cela est devenu impossible et Kirill Serebrennikov a fui la Russie après son arrestation et un long procès. Et le Gogol Center n'existe plus. Le théâtre d'Oc, où étaient présentées des pièces politiques comme on a entendu aujourd'hui, ce soir, est également pratiquement détruit. Dans ce contexte-là, ils unissent les théâtres et renforcent les figures clés et fidèles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années, M. Konstantin Bogomolov, qui est fidèle de Sobyanin, la maire de Moscou, et Kirill Serebrennikov, qui a fui la Russie, ils travaillaient ensemble au théâtre Gogol Center. C'est étonnant, mais il y a quelques ans, il y a 3 ans, ils travaillaient ensemble. Maintenant, aujourd'hui, actuellement, ils sont des deux côtés de la barrière. L'un sert le régime et l'autre, on ne sait, il est proche de Sobyanin, et l'autre travaille en Europe. La situation est pire que sous l'URSS, l'Union soviétique, et à cette époque-là, il y avait un certain programme culturel, surtout au début. Par exemple, avant Staline, avant le régime de Staline, on a eu la culture
au temps soviétique aussi, au début de la Centre soviétique. Mais surtout, il y avait de Taganka avec Yuri Lubimov aux années 70. Bien sûr, on se rappelle d'Efros, des spectacles d'Anatoly Efros aux années 70. Maintenant, il n'y a que du vide au théâtre russe. Et il y a seul le théâtre caché, comme j'ai déjà dit, le théâtre clandestin. Et il n'y a pas de programme culturel, ils n'ont rien à proposer. Il n'y a pas de message aujourd'hui au théâtre. Et c'est pourquoi c'est triste si on parle des spectateurs, si on parle des habitants de la Russie, si on parle des moscovites, des habitants de Saint-Pétersbourg, parce que c'était toujours le programme très riche, c'était toujours le théâtre en Russie, c'était toujours le théâtre européen. La Russie était toujours ouverte aux tendances mondiales, aux tendances européennes. Et aujourd'hui, non, c'est fermé. C'est le théâtre isolé de l'Europe. Aujourd'hui, il n'y a pas de progrès. Aujourd'hui, c'est le temps des projets cachés en studio, comme je disais, comme c'est réalisé par Zhenya Berkovich et Svetlana Petrechuk, mais Zhenya Berkovich et Svetlana Petrechuk, où ils sont aujourd'hui? Ils sont en prison. Et aujourd'hui, il est temps de théâtre non officiel, bien sûr, avec un groupe restreint de personnes partageant les mêmes idées. C'est audacieux et c'est un exploit aujourd'hui de faire un théâtre en Russie. La même chose se passe depuis de nombreuses années en Iran. C'est pourquoi c'était très intéressant pour moi de regarder le film iranien au Festival de Cannes cette année avec le réalisateur Mohammad Rasulov qui a réussi à fuir l'Iran à pied par les frontières en Turquie. Voilà, et c'était incroyable, mais il a réussi. Et je pense que en même temps, le réalisateur iranien, il a réussi à tourner des films clandestins en Iran et les montrer ensuite au Festival de Cannes. Mais en fait, c'est comme résultat, il a fui finalement l'Iran. Et c'est triste bien sûr aussi. Je pense que il ne faut pas oublier le réalisateur iranien Jafar Panahi qui a fini être emprisonné finalement en Iran. Ce qui se passe actuellement avec Zhenya Berkovich, j'ai évoqué, et c'est pourquoi je pense que le meilleur moyen de s'exprimer aujourd'hui sur les problèmes du pays et des problèmes de la liberté en général est de quitter le pays, de quitter la Russie, comme l'ont fait Mohammad Rasulov et Kirill Serebrennikov. En fait, l'Iran et la Russie se ressemblent beaucoup. Leurs chemins sont similaires. L'Iran est isolé depuis des années, depuis 40 ans aujourd'hui, et soumis aux sanctions occidentales. Mais pour les rédacteurs, pour les artistes, pour tout le monde, je pense que c'est plus efficace. Pour des journalistes comme moi, j'ai ma propre expérience et je suis sûr, je crois que c'est plus efficace de travailler ici, en dehors de la Russie, pour montrer aux Russes, parce que c'est toujours, il y a des liens avec la Russie, YouTube ça marche, c'est possible de regarder les spectacles de Kirill Serebrennikov sur YouTube, c'est possible de regarder la chaîne Docht sur YouTube, mais c'est impossible de travailler aujourd'hui, de s'exprimer aujourd'hui, de faire un projet culturel aujourd'hui en Russie. C'est triste, c'est déprimant, mais voilà, si tu es libre, soit tu es libre, soit tu es en prison, soit tu dois quitter la Russie. Il n'y a pas de choix. Aujourd'hui, c'est triste, c'est les résultats qui ont été arrivés aujourd'hui, mais voilà. C'est pourquoi j'ai échangé plusieurs fois avec des réalisateurs, des artistes qui sont en exil en France.
je vois beaucoup de courage aujourd'hui, mais c'est bien sûr, il y a un exemple de Kirill Serebrennikov qui ne pense pas que ce qui est un émigré. Il pense qu'il est européen. Bien sûr, il est russe, mais il est russe européen qui peut travailler ici, il n'a pas s'exprimer et parler sur l'espace russe, sur ce qui se passe en Russie. Et voilà, c'est la possibilité, c'est l'occasion d'être ici. Bien sûr, c'est un privilège de quitter la Russie, mais si on parle des figures culturelles, des figures célèbres, des journalistes, des artistes, je pense que c'est plus efficace, c'est le choix, je pense que c'est plus, comment on peut dire, plus efficace et plus utile pour faire le bruit. Non, pas YouTube, mais c'est pour faire le bruit, parce que après le festival de Cannes, après la projection du film iranien, il a fait beaucoup de bruit dans le monde entier. Il a rapporté le prix du scénario, je pense, le prix spécial, j'ai oublié déjà. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est en vague après la présentation du film au Festival de Cannes, et c'était le film sur les manifs pour la liberté des femmes en Iran. C'est-à-dire que oui, je crois que d'être aujourd'hui, l'espace culturel en Russie est vide, et c'est, bien sûr, c'était inévitable après le début de la guerre. Aujourd'hui, il y a deux options: faire la culture clandestine ou de quitter la Russie. Et donc finalement, de ce que tu dis, on a l'impression que l'art n'a pas d'autre choix que de devenir militant, mais en devenant militant, ils sont obligés de s'exiler. Mais quand tu es libre, tu es déjà militant. Oui. Militant pour la liberté d'expression, militant pour la liberté. Tu es déjà militant en Russie si tu es libre. C'est la réalité. C'est pourquoi tu es en Russie toujours un militant si tu parles ouvertement, si tu parles la vérité. Sinon, tu ne peux pas créer. Voilà, tout simplement. tu es toujours un militant en Russie. C'est pourquoi nous sommes les journalistes indépendants, on est aussi aujourd'hui les militants, parce qu'on ne veut pas d'être un militant, mais voilà, c'est la réalité. Très bien. Michel, selon toi, cet art donc militant, pourquoi est-ce que Poutine en a si peur? Pourquoi il se sent obligé d'imposer déjà sa propre forme artistique, culturelle, et quels sont aujourd'hui finalement les enjeux devant ces artistes et tous les acteurs de la culture? Quel rôle ils peuvent jouer, quel rôle ils doivent jouer malgré les conditions difficiles dans lesquelles ils sont? Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci beaucoup aux organisateurs de cette exposition qui est magnifique. Merci Anna, merci beaucoup Olga de nous avoir conviés à discuter avec vous. C'est important de voir ces œuvres. Moi, je n'avais pas vu d'œuvres russes libres depuis des années, et c'est quand même extraordinaire de voir des œuvres d'une si grande qualité ici, à Paris, mais des œuvres d'artistes russes, parce que je crois que l'objectif, pour continuer sur ce que disait Denis, l'objectif du poutinisme, c'est non seulement de vider la culture de sa substance, de rendre totalement vide et lisse la scène culturelle, mais au fond, c'est d'empêcher les citoyens, les gens, d'aller voir des spectacles de qualité et de s'en nourrir. C'est-à-dire, le but, c'est toujours le même, c'est une forme de zombification des esprits. Et d'ailleurs, il y a certaines œuvres ici qui l'expriment, c'est-à-dire, c'est l'idée, c'est d'empêcher un droit humain absolument essentiel, qui est celui d'être en contact avec des œuvres d'art qui expriment la liberté d'un artiste, et non pas la parole officielle d'un État. Et donc, il y a un but qui est non seulement
qui est non seulement lié à une politique culturelle, mais qui est beaucoup plus grave que ça, à mon avis. C'est lié à une capacité d'action humaine essentielle, qui est le contact avec l'œuvre d'art. Et c'est ça qui est effectivement en train de se passer en Russie depuis de nombreuses années. Et c'est là-dessus que je réponds à Olga. Poutine, il est au pouvoir depuis 24 ans. Il déploie depuis depuis au moins 15-20 ans une vision du monde. Il la déploie de manière systématique, progressive dans ses discours, ses prises de parole, ses actions évidemment. Il déploie une vision du monde. Il veut convaincre de cette vision du monde sa société, les Russes bien sûr, mais il veut aussi convaincre du bien fondé de sa vision du monde, non seulement les Russes, mais des possibles sympathisants dans le monde entier. Et moi, je vais beaucoup ces temps-ci dans pas mal de pays du monde où je vois que l'influence poutinienne se décline sous des formes diverses, appuie sur des passions, sur des obsessions, sur des idées propres à tel ou tel pays pour finalement créer une armée mondiale de sympathisants au poutinisme. Donc de sympathisants de sa guerre en Ukraine. Par exemple, là, il y a 3 semaines, j'étais en Asie centrale, où le thème de l'Eurasie, qui unirait les peuples russes et les peuples asiatiques d'Asie centrale, est un thème de propagande très fort. En Bulgarie, on va appuyer sur l'idée de la fraternité entre frères orthodoxes, entre pays orthodoxes, et l'idée que la Russie a libéré la Bulgarie du joug ottoman. Bref, le poutinisme, c'est un projet mondial, c'est un projet pour les Russes, mais c'est un projet mondial. Et donc, depuis 24 ans, le poutinisme, je pense, déploie aussi un projet esthétique et un langage esthétique. Alors je me suis posé la question, puisque moi j'étudie en fait depuis des années le langage idéologique de Poutine. Je me suis demandé quel est le langage esthétique du poutinisme. Alors ça, j'aimerais bien vous entendre tout à l'heure là-dessus, tous, parce que c'est pas évident. Moi j'ai tout de suite 3 exemples me sont venus à l'esprit. Premier exemple, pour moi c'est Первый канал, c'est la première chaîne de télévision russe, c'est le programme Vremya tous les soirs, qui déploie une esthétique depuis des années, qui est une esthétique de plus en plus belliqueuse, guerrière, complètement kitsch. C'est une esthétique assez sophistiquée du point de vue technique. Il y a des studios de la réalité, comment on appelle ça, de la réalité virtuelle, des schémas, etc. Enfin, c'est assez techniquement bien fait. Et c'est, disons, la manière dont le poutinisme esthétique cherche à atteindre les masses, ou une partie des masses, tous les jours dans leur foyer. Et donc ça, c'est une esthétique particulière. Ce qu'il faudrait, c'est un jour organiser une soirée sur l'esthétique poutinienne et prendre des exemples, regarder un peu de ces informations du soir, une soirée masochiste, regarder le programme télévisé, non seulement pour le décrypter, mais pour voir l'esthétique qu'elle déploie. C'est l'esthétique qui rentre dans quand même pas mal de foyers et qui est importante. Deuxième exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est quelque chose aussi d'assez... Qui correspond à la définition qu'on peut donner du kitsch. C'est un monument que j'ai malheureusement pas vu parce que je ne vais plus en Russie depuis un certain nombre d'années, mais c'est la cathédrale des forces armées dans le parc Pabiad, la Victoire, pas loin de Moscou. Alors dans cette cathédrale des forces armées, il y a des icônes qui représentent Staline, enfin une icône qui représente Staline, une icône qui représente Poutine, il y a des fresques, il y a cette idée d'un revival au fond qui est très proche du stalinisme tardif, du stalinisme un peu juste d'après la Seconde Guerre mondiale, où on essayait de ressusciter les grandes figures de l'histoire russe pour montrer la grandeur de l'empire soviétique juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc dans cette église, cette cathédrale des forces armées, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur internet, pour ceux qui connaissent, vous voyez ce que c'est vraiment le summum du kitsch poutinien, dans le sens où le poutinisme se veut une synthèse de la mémoire tsariste et de la mémoire soviétique, avec un point commun entre les deux, qui est l'impérialisme. Et avec d'un côté une exaltation de l'armée, et principalement de l'armée rouge, du rôle glorieux de l'armée rouge dans la libération de l'Europe du nazisme,
qui est un discours que Poutine répète depuis pas mal d'années déjà. Synthèse donc de cette puissance de l'armée rouge et de l'autre côté d'une prétendue spiritualité nationale russe qui s'exprimerait à travers son iconographie, mais qui est réinterprétée dans des matériaux, dans des formes, dans un style extrêmement kitsch. Et donc on a cette espèce de néo-stalinisme esthétique qui serait une des expressions du poutinisme. Et puis j'ai pensé à un troisième exemple de ce que pourrait être une esthétique poutinienne, c'est-à-dire impériale et belliqueuse, qui est apparue plus récemment, et là qui est quand même encore plus inquiétante, c'est, vous savez, ces images où on voit des étudiants, des élèves, des employés, des fonctionnaires faire des figures, c'est-à-dire se réunir en groupe pour former la lettre Z ou la lettre V, c'est-à-dire les symboles de la fascisation accélérée du régime poutinien. Et effectivement, je regarde en même temps cette œuvre d'art ici sur les cubes, c'est-à-dire sur cette manière de considérer les individus non pas comme des singularités, mais comme des pièces interchangeables d'une forme plus globale, c'est-à-dire en fait une cohorte militaire en quelque sorte qui va aller se libérer l'Ukraine du nazisme et évidemment être anéantie dans cet immense hachoir à viande qu'est la guerre en Ukraine. Eh bien, loin du front, en Russie, depuis quelques mois, les citoyens sont invités à former des lettres. Donc à perdre leur individualité, leur singularité, et à créer des formes qu'on ne peut voir que de haut, c'est-à-dire du point de vue du pouvoir, et qui expriment les symboles du triomphe de la Russie contre l'Occident décadent. Et ça, évidemment, vous avez peut-être vu passer ça sur Internet, mais c'est quelque chose qui était assez fréquent dans le nazisme, c'est-à-dire cette manière d'utiliser l'humain comme matériau de création de formes supérieures à la gloire d'un État. Donc, malheureusement, le poutinisme esthétique, peut-être qu'il n'a pas encore eu le temps de s'exprimer dans des grandes formes architecturales. Donc ça, attendons-nous au pire dans les années qui viennent. Peut-être que dans l'économie de guerre, il restera un peu d'argent pour construire de nouveaux monuments, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de monuments aux morts, de monuments aux tués du Donbass pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc un art assez pauvre esthétiquement, mais c'est en gros, ce que je pense qu'il est important de comprendre, c'est que si l'art libre est écrasé depuis plusieurs années en Russie, c'est s'il est réduit soit à la clandestinité, soit à l'exil, et n'oublions pas que l'exil est une souffrance. Denis, tu l'as dit, mais l'exil, c'est la possibilité de créer encore librement, pas pour tous ces artistes, certains sont en prison en Russie, d'autres sont clandestins, d'autres ont été obligés de sortir du pays pour pouvoir créer librement, mais n'oublions pas que l'exil est une énorme souffrance. Et les Russes qui sont dans cette salle le savent parfaitement. Et il n'est pas du tout évident, quand on est un artiste exilé, de trouver sa place dans le pays d'accueil. Donc dans tous les cas, c'est une souffrance. Et donc actuellement, le poutinisme officiel écrase cette possibilité d'un art libre, effectivement. Et je terminerai ce constat tout aussi pessimiste que celui de Denis, avec quand même l'idée que parfois il y a des surprises. Alors les surprises, elles ne viennent pas forcément d'artistes indépendants qui voulaient faire de l'art engagé, elles ne viennent pas forcément de personnalités qui sont contre la guerre, qui sont contre Poutine, elle vient parfois par surprise. Et là encore, je voudrais vous donner deux exemples. Le premier, c'est une série télévisée, Slova Patsana, une série télévisée qui a quand même fait un peu, disons, qui a été assez désagréable aux yeux et aux oreilles des autorités russes parce qu'elle représente des histoires de guerre de gangs dans les années 1980, je crois, à Kazan. Oui, c'est ça, 90. Hein, 90. Même moi, je n'ai pas regardé ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, ce ne sont pas du tout des œuvres d'art au sens de l'exigence artistique qu'on peut avoir. C'est une série télé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une telle période de censure absolue esthétique en Russie que parfois le besoin non pas de révolte,
Mais le besoin de liberté, le besoin de voir autre chose que le poutinisme esthétique officiel passe par des choses totalement surprenantes. Et donc c'était une série effectivement assez pauvre, elle aussi esthétiquement, mais qui a fait peur au pouvoir parce qu'elle échappait au contrôle total que le Kremlin et ses hommes veulent imposer à la création dans le pays. Et puis le deuxième exemple, alors ça je vais vous parler sans savoir malheureusement, je n'ai pas vu le film, certains d'entre vous l'ont certainement vu, c'est une adaptation d'un classique de la littérature du XXe siècle qui est Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. Alors, j'ai le film sur une clé USB, là, il faut que je le regarde, mais c'est vraiment très drôle. Vous avez un roman, donc Le Maître et Marguerite, qui a été écrit à la fin des années 20 et dans les années 30, que Bulgakov aurait adoré publier, parce que c'était l'œuvre de sa vie, mais c'est un roman que Staline n'a absolument pas voulu voir publié. Et c'est un roman très drôle, où on voit le diable débarquer dans la Moscou des années 20, du début du stalinisme, et foutre le bordel. C'est-à-dire, c'est le diable qui va déranger le milieu culturel officiel, qui va semer le désordre dans cet ordre esthétique qui était celui du stalinisme. Eh bien, cette œuvre extraordinaire, où il y a des éléments, comme vous le savez, de fantastique, où il y a des éléments de religion réinterprétés, où il y a une satire quand même extrêmement cruelle du stalinisme naissant, cette œuvre qui a été interdite sous le stalinisme, on en a fait une adaptation. Elle a été ressortie pendant la perestroïka, on en a fait une adaptation, elle est sortie il y a quelques mois, et surprise générale, le film marche très bien, tout le monde va le voir. Bon, pour une fois, c'est pas un film patriotique sur des bons gars qui sont allés mourir contre les nazis, c'est une adaptation littéraire, et là encore, ce succès a beaucoup irrité les censeurs, parce qu'en fait, il suffit en fait alors là encore, je vous parle sans connaître, sans avoir encore vu le film, mais en fait, rien qu'adapter Bulgakov aujourd'hui dans la Russie poutinienne, c'est gênant. Parce qu'évidemment, Bulgakov, il rit, il se moque. Il se moque de la censure, il se moque de ce conformisme esthétique qui règne actuellement, enfin qui régnait dans les années 20-30 et qui règne à nouveau en Russie. Et ça, c'est insupportable au pouvoir. Donc ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, une esthétique kitsch, impérialiste, belliqueuse, sacrificielle, d'une violence inouïe, écrase la scène culturelle russe. Et ce qui laisse pas forcément de l'espoir, mais ce qui est toujours intéressant dans l'histoire qui se déroule sous nos yeux, c'est qu'on ne sait jamais d'où pourraient venir un jour les petits ferments de liberté qui existent encore, j'en suis persuadé, dans le cœur de beaucoup de Russes. Voilà, donc ça c'est pour dire un peu pour compléter de l'autre versant le tableau qu'a fait Denis. Merci Michel. Et on a l'impression finalement qu'il reste quand même une possibilité, à travers notamment les films que tu viens d'évoquer, de militer à l'intérieur de la Russie via les formes artistiques, mais beaucoup plus subtiles, indirectes. Je pense d'ailleurs ici à cette œuvre d'Alissa Gorchenina, la femme racine, qui perd ses racines et qui est une artiste qui est toujours en Russie et qui a déjà subi des perquisitions à son domicile, etc., mais qui persiste à rester et à faire des choses du coup beaucoup plus subtiles, alors qu'au début de la guerre, elle faisait des œuvres où il y avait écrit non à la guerre, etc., mais ils sont obligés de se réinventer. D'autres ont été plus loin et ont été beaucoup plus osés parce qu'ils ne se doutaient pas encore des répressions possibles, comme les œuvres d'Alexandra Skotchelenko, qui est maintenant emprisonnée. Et ces œuvres que vous voyez là sur la vitre, elles ont été créées depuis même la prison. Et donc il y a toujours des personnes qui continuent à oser sous différentes formes. Et là, je voudrais me tourner vers Caroline et parler d'une des personnes qui a le plus osé, finalement, c'est Anna Politkovskaya, qui n'était pas artiste, mais qui était journaliste, mais comme d'ailleurs disait Denis, finalement, le journalisme est aussi militant aujourd'hui. Et elle faisait donc des enquêtes sur les crimes commis en Tchétchénie, pendant la seconde guerre de Tchétchénie, qui était la guerre qui finalement a amené Poutine au pouvoir, on peut le dire aujourd'hui.
Et donc, Caroline, tu as choisi d'incarner Anna Politkovskaya dans la pièce Femme non rééducable. Et je voudrais savoir pourquoi il t'était important d'incarner ce personnage et pourquoi finalement, via le théâtre, tu abordes le sujet de la liberté de la presse et de libertés qui sont importantes en démocratie. Et quel message souhaites-tu véhiculer en jouant ce personnage ? Alors, il y a Tadrina, ma metteur en scène, dans la salle, donc si on a envie de rajouter quelque chose, n'hésite pas. Alors, d'abord, c'est une trajectoire, un spectacle. Au tout début, quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine, j'étais dans mon salon, comme beaucoup de gens, pas en Ukraine, mais en tout cas en France, ça a été un choc. Moi, comme beaucoup de monde sur la planète, ça a été un vrai choc, et je me suis souvenue de ce texte de théâtre que j'avais lu 10 ans plus tôt. En fait, il y a un auteur italien qui s'appelle Stefano Massini qui a écrit une pièce absolument sublime à partir des textes d'Anna Politkovskaya. Et la plupart des choses que vous venez de dire et la plupart des choses qui sont écrites, elle les disait déjà entre 2000 et 2006. Je veux dire, elle a vraiment ce qui est dit aujourd'hui de la vision du monde de Poutine, elle l'a dit, elle a été invitée au Parlement européen, elle a été invitée au Congrès des États-Unis, enfin partout. Ils l'ont reçue, ils l'ont écoutée, en disant oui, et puis fin de l'histoire. Mais en tout cas, tout ça était déjà dit, ça se savait. Donc moi, j'ai relu ce texte sur mon canapé. En le lisant, je me suis dit, c'est pas possible, il faut absolument qu'un théâtre me prenne à Avignon pour juste que je le lise. Et pour moi, c'était un one-shot, c'était une lecture qu'on me prise d'une nécessité de dire. J'avais rien d'autre comme objectif. Les clôtures pour le Festival d'Avignon se terminaient dans 48 heures. J'ai appelé un théâtre avec qui je suis super liée, qui est un peu engagé en plus. Du coup, la lecture s'est faite. Et de là, après, il y a eu la lecture à la mairie de Paris qu'on a faite ensemble. Donc en fait, au tout début, pour être extrêmement honnête avec vous, ça part juste d'un désir de dire ce texte. À ce moment-là, j'avais... alors, je n'ai pas votre connaissance de votre pays, de votre histoire, de votre culture, mais à ce moment-là, j'en avais encore moins qu'aujourd'hui. Donc j'y suis allée vraiment parce que ça m'a semblé nécessaire et urgent. Et qu'en fait, elle disait des choses qui avaient un écho. En tout cas, ce texte racontait quelque chose de 2006 qui, pour moi, avait un écho terrible 15 ans plus tard, en fait. Et à partir de là, vraiment, ce qui, moi, m'a le plus touchée dans ce texte, c'est pas tant... Alors, c'est son engagement à elle, évidemment, mais c'est l'engagement du journalisme. En fait, le journalisme, c'est vraiment dire la vérité. Point. En tout cas, c'est ce qu'elle dit et c'est ce qu'elle fait. À partir des faits. Et c'est rien d'autre. C'est pas donner son opinion, c'est pas donner son point de vue, c'est vraiment être à cet endroit-là de raconter la vérité des faits. Donc, du coup, c'est un danger dans des soi-disant démocraties où la propagande est de mise. Parce que du coup, la vérité, c'est un discours contraire à la soi-disant vérité prônée par le régime qui est en place. Donc du coup, pour moi, elle est devenue une des plus grandes héroïnes de notre époque contemporaine. Alors il y en a d'autres, il n'y a pas qu'elle, mais en tout cas, à travers son histoire à elle et à travers la pièce qu'on a faite, quelque part, moi, mon message, c'est de dire que les héros d'aujourd'hui dans ces pays-là, c'est des gens qui disent la vérité. Et je sais que quand il a dit, moi, ma seule mission, c'est de dire la vérité, c'était sa seule mission à elle. Et du coup, pour moi, ça en devient une des pierres précieuses de comment détruire, oui, c'est le mot que je vais utiliser, mais en tout cas, comment essayer d'aller contre un régime ou en tout cas des dictateurs comme lui ou comme d'autres, c'est juste en disant la vérité. En tout cas, c'est un des points d'ancrage. Voilà pourquoi, après, je suis venue vers ce texte et ce qui m'a semblé vraiment essentiel, c'était ça. C'est qu'à travers sa parole, ce soit la parole de tous les journalistes qui, en fait, meurent pour exercer leur métier parce que pour eux, leur mission de vie, c'est celle-là.
En parlant de journalisme et de liberté de la presse, aujourd'hui à Paris, il est difficile de ne pas mentionner qu'une grande figure de la liberté de la presse est mort il y a quelques jours, Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières, qui a tant fait pour la liberté de la presse et avec qui on a mené tellement de combats. Et il est devenu secrétaire général en 2012, au moment où notre association a été créée. Donc on se connaît extrêmement bien. Et sur la liberté de la presse en France aussi, il y a des choses, du progrès à faire et Christophe était très impliqué là-dedans. Et est-ce que finalement, vu que maintenant on parle aussi du journalisme militant, d'art militant, est-ce que je vais poser une question un peu naïve à vous trois avant de passer la question à la salle. Est-ce que finalement, que ce soit les journalistes ou les artistes, ils peuvent contribuer à renverser un régime par leur art? Est-ce que cela a un rôle vraiment important, surtout tu mentionnais l'Iran, la Russie, où toute forme de résistance devient presque impossible. Est-ce que les journalistes qui luttent contre la propagande et les artistes qui luttent aussi contre tout le reste et qui diffusent des messages essentiels, ils peuvent contribuer vraiment à cela? Qui veut commencer? Moi, je pense que oui. Après, c'est peut-être idéaliste et peut-être que... Mais je crois que oui, parce qu'en fait, qui c'est qui plante les graines sinon? Si c'est pas soit des journalistes engagés, soit des artistes, même... Là, nous, on a une musique dans le spectacle, tu peux me redire... Dalla Pugacheva. Ouais. Voilà, et en fait, la raison pour laquelle Tadrina a choisi cette musique, c'est parce qu'en fait, tu peux le dire. Oui, j'ai choisi en fait le spectacle qui est ponctué par des passages de Dalla Pugacheva, c'est une chanson qui est très connue en Russie, qui date des années 90, je crois, parce que c'est une artiste de variété très populaire en Russie et qui s'est opposée, enfin qui a de par sa position et sa notoriété, qui s'est opposée donc à la guerre et qui l'a fait savoir. Son mari est agent d'étranger, je crois, et elle non. Donc sa parole est écoutée. Je ne sais pas quel impact ça a eu, mais en tout cas, elle a eu le courage de prendre position. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie d'utiliser cette chanson, qui est très connue. En France, je pense qu'il y a très peu de gens qui la connaissent, mais voilà, c'était un symbole fort. Voilà, et du coup, en fait, la raison pour laquelle, pour l'instant, Poutine n'a rien dit sur elle, c'est qu'elle est tellement aimée, d'après ce que nous on a lu, on n'est pas elle est tellement aimée en Russie que du coup, c'est compliqué. Donc oui, je crois qu'à un moment donné, quand on peut prendre position, quand même on plante des graines. Vous avez raison que vous êtes plutôt idéaliste. Moi aussi, peut-être, moi j'ai devenu plutôt réaliste parce que le slogan de la chaîne dont je travaille, c'était toujours Optimistic Channel. Mais entre nous, on s'appelle aujourd'hui la chaîne Realistic Channel. Et moi aussi, j'ai devenu un peu plus réaliste. Si on parle de la situation d'aujourd'hui en France, ce qui se passe aujourd'hui en France aussi, c'est triste pour moi. Et voilà, et c'est pourquoi je pense que c'est impossible de renverser le régime pour les journalistes indépendants, y compris les journalistes en dehors de la Russie, et pour les artistes. Mais c'est le but de parler la vérité. Et je pense que c'est le premier chantier pour les journalistes, l'enjeu de parler la vérité, de combattre la propagande, de combattre les désinformations, de combattre la propagande du Kremlin. Et c'est le but des journalistes aujourd'hui. Et le but des artistes en exil, c'est bien sûr de s'exprimer, leurs projets libres, de voir la chance de créer des projets libres pour avoir la chance de s'exprimer dans le monde entier
ce qui se passe au pays natal, ce qui se passe en Russie, ce qui se passe en Iran aujourd'hui. Et c'est-à-dire que c'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est très important, c'est plus efficace d'être en dehors de la Russie, d'être ici, d'être en Europe, pour avoir la chance de parler au peuple européen, pour expliquer ce qui se passe en Russie, en Iran, etc. Et voilà, mais c'est impossible en même temps. On est militant, mais sans choix. On est militant prévisiblement. C'est-à-dire que oui, j'étais toujours aussi en Russie, j'étais toujours idéaliste. Mais après la guerre en Ukraine, après la mort, l'assassinat d'Alexei Navalny, il n'y a pas d'optimisme. Et oui, mais il faut continuer à travailler, il faut continuer à combattre, il faut continuer à dire, à parler, il faut combattre pour la vérité. Mais je pense que c'est impossible pour les journalistes et pour les artistes de renverser le régime. Je suis aussi très pessimiste sur l'avenir à court et à moyen terme de ce qui peut se passer en Russie. Je pense absolument pas que des journalistes ou des artistes actuellement pourront provoquer une étincelle. Je pense que si l'étincelle il y a, elle viendra d'ailleurs. Elle viendra peut-être d'une question sociale très importante. En tout cas, elle ne viendra pas, je pense, de journalistes et de politiques. Je suis pessimiste aussi à moyen et court terme parce que je crois que le régime se brutalise de jour en jour. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à parler de fascisation du régime, parce que, comme le dit Ilya Yashin dans un de ses derniers mots, d'un de ses procès, il faut penser à tous ces soldats qui vont revenir. Ils auront tué, leurs camarades auront été tués, ils seront tous traumatisés. Alors les soldats ukrainiens au premier chef, ce sont les soldats attaqués, mais aussi les soldats qui font partie de l'armée qui agresse l'Ukraine, c'est-à-dire les soldats russes. Et Ilya Yashin l'a très bien dit, il faut imaginer ces dizaines de milliers, ces centaines de milliers d'hommes qui vont revenir après avoir goûté le goût du sang, après avoir souffert, après avoir perdu leurs amis, après avoir été blessés. Et il faut voir comment ils vont réintégrer leur famille, leur société après ça. Ça va être terrible. Et le pire de ça, c'est qu'il y a quelques mois, Vladimir Poutine faisait son adresse à l'Assemblée fédérale, son grand discours annuel de politique générale, et il a suggéré qu'il fallait créer une nouvelle élite dans le pays, et que cette nouvelle élite, c'était évidemment pas l'élite des oligarques des années 90, ça allait être une nouvelle élite, l'élite des gens qui ont fait le front. Et il a annoncé la création d'un programme qui s'appelle le temps des héros, Vremya Geroev, où il s'agirait de former des gens revenus du front pour monter et faire partie des futures élites du pays. Donc je peux vous dire que sur l'avenir, si Vladimir Poutine, si tout ça suit les plans, comme on dit. Attends, en tout cas, si tout ça suit le plan, en tout cas, pensons. Alors, c'est du blablabla, sauf que les centaines de milliers de personnes qui vont rentrer, c'est pas du blablabla, Lisa. Et ils vont rentrer dans leur famille, et la violence, elle va croître dans la société de manière énorme. Et ce retour du front est quand même exalté par leur président. Même si on ne sait pas qui va monter au pouvoir, je te l'accorde. Voilà. Mais bon, pour terminer là-dessus, je suis très pessimiste. En revanche, qu'est-ce que font les artistes? Qu'est-ce que font les journalistes? Ils ne font pas de la politique, ils font quelque chose en sourdine. Ils créent un langage, ils créent des langages. Parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui pour les artistes, qui soient en Russie, en exil ou emprisonnés, et pour les journalistes qui soient ici ou ailleurs, c'est de créer un langage alternatif au langage poutinien. Puisque le langage poutinien a envahi tout l'espace public, il s'agit de créer les mots du futur pour une future outil possible. Alors ces mots, parfois, ils viennent du passé, mais ils sont retravaillés. Moi je pense qu'il y a beaucoup de philosophes russes du passé, du 19e, enfin c'est ma partie, les philosophes, donc je parle de ce que je connais, du 19e, du 20e siècle, qui portent une renaissance possible de la culture russe.
quand les Russes le voudront, on ne sait pas quand, on ne sait pas si c'est possible, mais qui portent un langage différent. Je pense à Merab Mamardashvili, je pense à Mikhail Bakhtin, je pense à des philosophes qui ont les mots, on crée les mots pour penser une Russie qui ne se pense pas comme un empire et qui ne se pense pas comme en guerre avec l'Occident et le monde entier. Et je pense aussi à un philosophe très traditionnel du 19e siècle, qui est Vladimir Solovyov, pas le présentateur de télé, le philosophe, qui parlait de renoncement national pour la Russie, qui disait à la fin du 19e siècle que l'Empire russe devrait désormais faire acte de renoncement national, c'est-à-dire laisser un peu les colonies se prendre leur autonomie et leur indépendance. Donc je crois que la culture russe potentiellement porte en elle un langage de libération et qu'aujourd'hui les journalistes, les penseurs, les philosophes et évidemment les artistes, leur rôle c'est de faire de la métapolitique, c'est-à-dire non pas de renverser le régime demain, parce que je crois que c'est pas possible, mais de créer un langage dans lequel des parties de la population pourront se reconnaître un jour pour comprendre qu'il faut passer à autre chose. Et donc je pense que le rôle des artistes aujourd'hui, même dans la souffrance de l'exil, même dans la souffrance de la prison, même dans la souffrance de la vie clandestine, il est essentiel justement pour créer les images et les mots d'une Russie de demain. Enfin, c'est ma conviction. Je voudrais ajouter juste deux mots sur un langage de Poutine, parce que c'est le sujet très important, je pense, parce qu'il utilise toujours un argot criminel. Et on parle aujourd'hui, le 12 juin, on parle des prisonniers politiques. Il y a beaucoup de liens avec un langage de Poutine, un langage criminel avec ce qui fait aujourd'hui en Russie. Et je pense que le langage de Poutine aujourd'hui, partout, tout le monde, toutes les autorités, tous les dirigeants, tous les acteurs politiques, tous les hommes politiques, tous les personnels politiques, ils utilisent un langage comme ça. Et je voudrais citer les paroles du chef du Parti communiste éternel, Gennady Zyuganov, à la tribune de la Douma hier, par exemple. « Regardez-moi ce monde occidental ». C'est une expression qui vient des temps soviétiques. Encore hier, ce coquelet, Pituchok, le coq, il parle de M. Macron, bien sûr, se poussait de colle et de vouloir aller jusqu'à Moscou. Et aujourd'hui, comme un crétin pitoyable qui a tout perdu, il dissout le Parlement et espère se refaire à la fraise en 3 semaines. Voilà, c'est un langage du chef du Parti communiste en Russie aujourd'hui. Bien sûr, c'est la forme, on peut dire ça, la forme esthétique qui est aujourd'hui en Russie. C'est un langage criminel, et c'est le mot criminel, et bien sûr, c'est parce que c'est pourquoi la Russie aujourd'hui, c'est la prison, et il y a des règles du prison. La mafia au pouvoir. Et la mafia, oui, parrain de mafia. Oui. Oui. Moi, je suis un peu plus optimiste, mais c'est comme Karine, mais c'est peut-être parce que je suis militante, très engagée, que je vois tout le travail énorme qui est fait clandestinement souvent et plus ouvertement ici. C'est pour ça que je suis extrêmement reconnaissante pour tous ces artistes, avec qui d'ailleurs certains vous pourrez échanger, notamment Andrei Pushkin, qui est créateur de cette œuvre à la fin. Parce que je pense que c'est pas seulement les artistes ou seulement les journalistes ou seulement la société civile, mais c'est tous ensemble en continuant à gêner, en continuant à travailler par l'art, par le langage, en soutenant ceux qui sont en Russie, qui essayent par tout moyen d'avertir la population, de participer à des pseudo-élections, et qui essaie d'utiliser tous les champs du possible pour s'exprimer contre la guerre et contre le régime. Je pense que c'est en tenant ces braises toujours allumées qu'un jour elles donneront des flammes. Donc, voilà, sur cette parole plutôt optimiste.